l'appui des parachutistes qui formaient les groupes SAS, Special Air Service, de gens qui étaient aguerris, qui étaient bien armés, et qui sont venus s'installer à côté des maquis. Il y en avait une soixantaine à côté de Bernard, il y en avait également autant à côté de Camille, et ils ont eu un rôle très important à jouer. Ils ont été des éléments efficaces de la défense des différents camps, comme le camp de Vermont, le camp de Châlons, par leur présence, par leur armement, et puis par leur connaissance parfaite de la guerre. C'était Prendre le maquis, le 22e volet de notre série d'émissions sur les combattants ordinaires de la résistance, en collaboration avec l'Association pour des études sur la résistance intérieure. Avec les témoignages de Jean-Jacques de Bresson, Maurice Descous, Jean Rocher, Jérôme Santarelli et Léo Micheli. Merci aux historiens François Marcot et Jean Vigreux, au Musée de la Résistance de Besançon et à l'ARORM, l'association pour la recherche sur l'occupation et la résistance en Morvan, qui nous a prêté l'archive de Jean Longhi. Documentation Mathilde Raximov, Jeannette Paziarkowski. Prise de son Arthur Gerbeau, Hervé Dejardin et Claude Ben-Simon. Équipe de réalisation Rémi Fessard, Marie-Ange Garandot et Aurélie Luneau. Pour ceux qui souhaitent d'autres informations sur cette émission et sur l'ensemble de la série, vous pouvez consulter notre site internet franceculture.com. Dans l'émission de demain, nous allons commencer à sentir le vent de la liberté en évoquant le premier département français libéré. C'était en 1943. Le 4 octobre 1943, la Corse se libérait. À demain. Autre page de l'histoire sur France Culture. Voici maintenant le procès Barbie. Le 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. « 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison Lisieux. » 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites que vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en 1955. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Lundi 29 juin 1987,
33e audience. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le crime contre l'humanité suppose d'abord une plongée dans l'inhumanité. Cette plongée, on l'a tous faite ici, il y a quelques semaines, avec ces hommes et ces femmes qui ont osé venir dire en public, y compris dire ce qu'ils n'avaient jamais dit. Vous vous souvenez de cette femme qui a demandé l'avis de ses compagnes pour parler de détails intimes, de cet homme qui a estimé qu'il n'était plus tenu par le serment de silence qu'il avait fait à Edmond Michelet, de cet homme encore qui vous a dit ce qu'il n'avait jamais dit à ses enfants, de cette femme qui a attendu 40 ans pour reparler de sa déportation parce que lorsqu'elle en parlait après la libération, elle trouvait dans ses interlocuteurs ou trop de peine ou trop d'incrédulité. Puis il y a eu aussi cette femme qui a osé parler de la mort de son père en sa présence. De tout cela, je ne reparlerai pas. Ce n'est pas froideur de juriste, c'est simplement parce que cela, vous l'avez reçu comme moi, et que moi, je n'ai pas les mots pour le dire. Mon silence ne signifie que respect et compassion. Mais ces témoignages imposent que cette justice qui fut refusée à ces femmes et à ces hommes il y a 40 ans, aujourd'hui vous leur rendiez cette justice. Et ma tâche ici, humblement, c'est de vous parler de ce dossier. Après moi s'exprimera la défense et vous verrez que cette semaine entière ne sera consacrée qu'au dossier. Après moi s'exprimera la défense et vous l'écouterez attentivement, car on ne peut pas rendre de justice si on n'écoute pas tous les arguments qui sont avancés. C'est en 1934 Göring qui accordait une interview aux États-Unis à la presse Hearst et qui disait « Nous privons de défense légale les ennemis du peuple. Nous, nationaux socialistes, nous nous élevons sciemment contre la fausse douceur et le faux humanitarisme. Nous ne reconnaissons pas les inventions fallacieuses des avocats ni la chinoiserie des subtilités juridiques. Et sachez que si Barbie avait eu de temps en temps en face de lui un avocat pour parler au nom de ceux qu'il torturait, vous pouvez penser qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Le rôle de la défense est irremplaçable et nous aurons toute cette semaine, les uns et les autres, à décortiquer un dossier, à vous aider à vous faire une conviction. Le dernier mode d'action de la Gestapo à Lyon, c'était la déportation. Déportation sur laquelle je vous dois des explications. Pour vous démontrer que Barbie savait ce qui se passait. Dans cette mode d'action, il y a quand même quelque chose de singulier. C'est qu'il n'y a jamais d'emprisonnement ordonné à Lyon par les services de la Gestapo. À Lyon, on peut te tuer, torturer, mais on n'emprisonne jamais sur place. Quelque temps à Montluc, quelque temps qui peut quelquefois se prolonger, mais il n'y a pas pour tous ceux qui sont à la disposition de la Gestapo de mesures d'internement sur place à Lyon. On va déporter dans ces camps dont tout le monde sait qu'ils existent en Allemagne depuis le 22 mai 1933 à Dachau. Et donc il serait bien étonnant que Barbie, lorsqu'il était soit en école à Bernau, soit ensuite en fonction à Düsseldorf, n'ait pas eu l'occasion de conduire quelques détenus dans un de ces camps proches de son lieu de travail.
Ce qu'est la déportation en fait, je n'en dirai pas un mot. Les témoins l'ont dit et vous l'avez reçu comme moi. Mais il faut l'examiner en droit. Pour les résistants d'abord, au vu de toutes les règles internationales, il est admis qu'un combattant capturé peut être interné. Mais ce combattant, une fois interné, ne doit être ni assassiné, ni soumis à des mauvais traitements. Mauvais traitements et assassinats qui sont, d'après les textes internationaux, des crimes de guerre, d'après l'accord de Londres, un crime de guerre, mais qui sont devenus aussi, dans le cas particulier des camps de concentration allemands, à condition de l'inhumanité, comme je vous l'ai expliqué au départ, et comme l'a dit la Cour de cassation, des crimes contre l'humanité. Pour les Juifs, la situation en droit est différente. Il y a un texte qui prévoit que l'on peut mettre dans un camp des Juifs un texte allemand et un texte français. Nous les verrons dans un instant. Et nous verrons qu'en aucun cas, il ne peut recevoir application ici et que ces mesures de déportation étaient des mesures tout à fait arbitraires, décidées conformément à une doctrine et dans le cadre uniquement des SS et de la section 4. Car il est établi, il est avéré, les témoins spécialistes vous l'ont dit, c'est la section 4 qui devait l'ordonner. Je vous rappelle l'ordre de Frick du 25 janvier 38 dont je vous parlais. L'internement de protection sans recours possible peut être décrété par la Gestapo comme mesure de coercition contre ceux qui mettent en danger la sécurité du Reich et de l'État par leur attitude, ceci afin de briser tout élan des ennemis du peuple et de l'État. C'est un pouvoir propre des SS, de la Gestapo, au-dessus de la loi, discrétionnaire. Barbie a toujours nié être l'auteur des décisions de déportation, faisant retomber cette responsabilité sur la section 2 qui n'est qu'une section administrative. Nous avons vu tout ce que les témoins en pensaient, mais nous allons entrer plus avant parce que vous comprenez bien que c'est là que se noue le problème et c'est là qui est important. Il faut établir sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une hésitation, que c'est Barbie qui décidait de la déportation. Tout au plus, en 87, fait-il une concession de taille. Une concession de taille quand il dit « c'est la section 2 qui décidait, mais au vu des dossiers que je lui produisais ». Vous voyez déjà qu'en droit, ça suffit pour entraîner condamnation. Ça suffit, parce que celui qui donne les éléments à un autre pour déporter est complice de cet autre. Et je pourrais en rester là, mais il ne s'agit là que d'un demi-aveu de circonstance qu'il a bien été obligé de consentir quand on lui a dit « mais enfin, comment expliquez-vous, puisque c'est vous qui arrêtiez les gens, qui les interrogiez, comment voulez-vous que ce soit d'autres qui décident, au vu de quel dossier ?» Et il a répondu « c'est moi qui fournissais les dossiers et donc les éléments permettant de statuer. » Je savais que les éléments que je fournissais pouvaient conduire non à la déportation, mais à l'envoi de l'intéressé à Compiègne, s'il s'agissait d'un résistant, à Drancy, s'il s'agissait d'un juif, et c'est là que la décision a été prise de déportation dans un camp. C'est sa deuxième ligne de défense. Quand on lui dit « mais c'est vous qui produisiez les dossiers », oui, je les produisais, mais uniquement pour Paris. Alors quels témoignages avons-nous, quels éléments avons-nous? Des témoignages d'abord. L'adjudant-major du KDS de Lyon, Lutschenz, entendu en Allemagne, dit aux enquêteurs, avec cette mention très particulière que les enquêteurs ont tenu à marquer en bas, les enquêteurs allemands, Lutschenz a donné l'impression aux signataires, au cours de l'entretien préliminaire, ainsi que pendant la rédaction de la déposition, de déposer en conscience et connaissance. Après chaque interrogatoire, déclara-t-il, chaque membre disposait d'un formulaire. Nous l'avons vu, ce formulaire, il a circulé. Après chaque interrogatoire, chaque membre disposait d'un formulaire et pouvait faire les propositions suivantes. Envoi dans un camp et traitement éventuel ou envoi dans les sections 1, 2, 3. L'envoi à 1 consistait dans le traitement le moins dur. Pour les femmes, il n'y avait qu'une seule section. Le chef de la section 4 près du KDS de Lyon, Barbie,
contresignait ces formulaires en tant que chef de section et en l'absence du chef du KDS, le Dr Knab, comme son représentant. Ces formulaires étaient expédiés au RSHA. Lütjens n'a pas fait d'autres déclarations sur le fonctionnement. Knorren, patron de Barbie, son patron à Düsseldorf, son patron quand Barbie était à Lyon. C'était le rôle de la section 4 d'ordonner les arrestations et déportations. La section 2 n'a aucune sorte de fonction auprès des commandeurs pour les arrestations et les déportations. C'était la fonction de la section 4. Chaque commandeur pouvait ordonner arrestation et déportation. C'est ainsi que le chef de la section 4 pouvait aussi ordonner arrestation et déportation. C'est confirmé de toutes parts. On l'a vu, on l'a entendu à Nuremberg. Le Rudolf Heuss, qui était celui qui connaissait le mieux les camps, je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu, parce que il a fait toute sa carrière de SS, de 1933 jusqu'à la fin de la guerre dans les camps. Il a notamment été le commandant du camp d'Auschwitz. Et il dit que les décisions de déportation qui lui arrivaient passaient par le Land 4, la section 4 du RSHA. Il y a une filière normale du 4 de Lyon au 4 de Paris, au 4 du RSHA. Et puis, Henson, le correspondant du SD à Chambéry, dit, lui, il l'a dit dans la procédure en 47-40, dans un dossier de 47-48, que lui signait des propositions 1, 2 ou 3 pour envoyer en déportation. Et au vu de tous ces renseignements qui nous sont fournis, au vu de ce que nous a dit M. Delarue, on peut parfaitement reconstituer, comme cela a été fait à Nuremberg et ailleurs, et comme vous l'ont dit les experts, on peut parfaitement reconstituer ce qui se passait. Il y avait des arrestations qui étaient soit ordonnées par Barbie, soit faites par Barbie, soit faites d'initiative par certains de ses subordonnés. Les personnes arrêtées arrivaient chez Barbie, la Gestapo se chargeait des interrogatoires, et Barbie en tant que responsable, ou Knab au-dessus de lui, ou Barbie à la place de Knab, mais en liaison entre les deux, et en tout cas, comme on l'a dit dans le dossier, toujours avec un visa de Barbie, les décisions de déportation étaient prises ici. Propositions de déportation, 1, 2 ou 3. Il est bien certain qu'à Lyon, de même qu'à Paris, ils ne peuvent pas savoir dans quel camp ils envoient, sauf peut-être pour les Juifs, dont la destination est Auschwitz, et cette destination est indiquée dans des circulaires. Ils pouvaient ne pas savoir exactement dans quel camp ils envoyaient. Mais M. Delarue nous l'a dit, la proposition initiale n'était jamais remise en question. Il y a eu, et on n'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre pourquoi, dans l'affaire de la rue du Juif, dans l'affaire de l'UGIF, il y a eu 2 personnes qui par miracle ont été libérées à Paris. C'est des cas tout à fait exceptionnels. Les propositions suivent leur cours, passent par Paris, qui les centralise, et le RSHA à Berlin, au vu des disponibilités qu'il a dans les camps et des disponibilités en matériel ferroviaire, ordonne, choisit ensuite la destination dans un camp, mais il faut bien dire que les décisions au départ partent de Lyon et partent du bureau 4 qui a compétence pour donner un avis, au moins un avis si c'est le commandeur qui signe ensuite. Et il n'est pas interdit de dire que c'est le commandeur qui signe, puisque M. Gay nous l'a dit que Knab un jour avait pris pour lui la décision de déportation. Donc il y a quelquefois le commandeur qui décide, mais on nous le dit dans le dossier, après un avis du responsable de la section 4, donc en l'espèce de Barbie quand il est présent, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces différences entre les camps? Vous avez remarqué comme moi que beaucoup des déportés qui sont venus ici vous ont raconté qu'ils sont passés dans plusieurs camps. Soit par le fait de changement d'affectation, car n'oubliez pas qu'il fallait, comme on vous l'a dit, qu'ils travaillent pour l'effort de guerre. Il y avait donc besoin à un moment de personnel, on les changeait de camp, on les envoyait dans des commandos. Il y avait aussi l'avance des troupes alliées qui faisait qu'on embarquait dans des convois interminables et particulièrement pénibles à vivre, des déportés pour les changer de camp. Avez-vous entendu une seule fois quelqu'un vous dire qu'un de ces camps était un camp où il ne risquait pas la mort? Finalement, ce choix entre 1, 2 et 3, on a l'impression que c'est plus un choix géographique qu'un choix de destination des victimes qui doivent de toute façon trouver la mort.
Richard Zelmati. Le réquisitoire. Bon, tout au long des débats, la présence de l'accusation était bien sûr structurée, efficace. Rien n'était oublié, puis il y avait une symbiose parfaite avec les parties civiles, parce que sur les 40, vous vous doutez bien que un certain nombre d'entre eux connaissaient très bien le dossier. Et avec le concours de Jean-Olivier Viaud, c'était une équipe qui s'exprimait, une équipe qui voulait démontrer et qui a démontré. Le moment du réquisitoire est arrivé. C'est donc la chaleur qui est présente dans le prétoire. Par les verrières dont je vous parlais tout à l'heure, les raies de soleil qui pouvaient gêner. Et Pierre Truche s'est levé dans un réquisitoire en deux temps, a démontré d'une façon implacable la responsabilité de Barbie et pourquoi cet homme était coupable et pourquoi c'était le coupable. Il l'a fait sans grandiloquence. Il l'a fait sans effet de manche. C'est pour ça que c'était redoutable d'efficacité. Il l'a fait sans oublier l'humanité et il l'a fait avec son tempérament. C'est-à-dire sans forcer le ton, sans aller chercher les effets là où il ne convenait de pas en faire. C'était une espèce de rouleau compresseur qui avançait et qui proposait aux jurés, d'une façon logique et bonhomme, la culpabilité de Barbie. Voilà. En n'omettant absolument rien. C'est-à-dire rien du dossier et rien de ce qu'il allait anticiper sur les arguments qui pouvaient lui être opposés, parce que se dessinait à ce moment-là le système de défense, qui pour moi était un système de défense, c'est une stratégie certes, de diversion, prenait place aux côtés de Jacques Vergès, un avocat africain, dont le nom m'échappe, pardonnez-moi, un avocat algérien et Jacques Vergès. Donc voilà, se mettait en place. Et rien n'a été omis par l'accusation, et c'était un réquisitoire long parce que nécessaire, pas du tout long, sobre et efficace. Au procès de Lyon, l'avocat général Pierre Truche a entamé hier la première partie de son réquisitoire. Vous devez condamner Klaus Barbie pour tous les crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Ce dont vous êtes saisi est inhumain et l'inhumain est inacceptable, a-t-il lancé au juré. En fait, pendant plus de 4 heures, M. Truche s'est employé à dresser l'intégralité du décor qui a permis à l'accusé d'agir. Un réquisitoire qui a impressionné le défenseur de Barbie, maître Vergès. Écoutez-le au micro de Jacques Expert. Je pense que c'est la première tentative en face de situer le dossier dans un contexte. Dans un contexte non seulement sur le plan sur le fonctionnement de la police allemande dans son ensemble, mais également où Barbie n'est pas ce personnage omniprésent et omnipuissant que l'on a dit, mais également le débat juridique sur la notion de crime contre l'humanité. Avec ce que nous enregistrons avec plaisir sur le banc de la défense, c'est que c'est un problème ouvert et qui doit être encore étendu. C'est toujours ce que nous avons soutenu. Jusqu'à maintenant, c'était le cas d'un homme à qui on prêtait tous les crimes possibles et qu'on expliquait uniquement par sa perversion. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est plus intéressant que ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour. Ça ne m'étonne pas. Mardi 30 juin 1987, 34e audience. La première marque et la plus essentielle de la culpabilité de Barbie, c'est le rôle qu'il tenait à Lyon au sein du SIPO-SD. C'est parce qu'il était le chef de la section 4 qu'à ce titre, il avait un pouvoir de vie et de mort, vous l'avez vu par tous les témoignages et par la démonstration, qu'il avait le pouvoir de déportation. C'est à ce titre qu'il est d'abord responsable. Et on peut dire que même dans les cas où une personne arrêtée l'avait été par Francis André et sa bande, que cette personne a été transférée au siège de la Gestapo et torturée là-bas par Francis André et sa bande,
Le dossier ensuite passait sur le bureau de Barbie, c'est lui qui prenait une décision, qui donnait pour le moins un avis, même si ensuite c'était Knapp qui transmettait. Donc déjà à ce titre, c'est sa responsabilité et sa responsabilité principale qui est celle d'un chef qui découle du Führerprinzip et qui découle de l'organisation du service. Il a autorité sur ceux qui sont sous ses ordres. C'est la première démonstration que j'ai voulu faire hier. La deuxième démonstration, c'est que Barbie n'était pas simplement dans cette section 4 dont il avait la responsabilité, quelqu'un qui venait tranquillement à 5 heures du soir prendre connaissance des dossiers tenus, établis par ses subordonnés, qui donnait une signature sur un papier tout prêt et qui partait à 6 heures. Ma deuxième démonstration a consisté à vous faire voir que Barbie était véritablement présent, très souvent présent, et qu'il agissait en tant que chef, en tant que responsable, respecté par ses subordonnés, et j'ajouterais même craint, dans une certaine mesure, par ses subordonnés. Donc, si l'on rapproche déjà ces deux premiers éléments qui étaient l'objet de ma démonstration d'hier, vous voyez que sa responsabilité apparaît par le rôle personnel qu'il avait en raison de son adhésion à une doctrine, en raison de son comportement, en raison de son éducation à l'intérieur d'un service qui lui conférait une responsabilité. Ma démonstration d'aujourd'hui est à un troisième degré. C'est que cette responsabilité qu'il exerce, Barbie, à l'intérieur de la section 4, il est bien évident qu'on ne peut rien lui reprocher pendant les très rares périodes où il a quitté le service. Vous savez qu'il a été remplacé fin août, début septembre 1943. Ce qui s'est passé pendant cette période ne le concerne en rien. Ce que je veux maintenant vous montrer en voyant chacun des faits qui lui sont imputés dans cette procédure, c'est que, à l'occasion de chacun de ces faits, il a exercé les pouvoirs qu'il tenait de l'organisation de la Gestapo. Il faudra donc que dans chacun des cas, j'établisse que Barbie était là et qu'il a participé effectivement à la déportation, puisque c'est un crime de déportation qui lui est reproché, un crime de séquestration, et à la complicité d'assassinat, puisqu'il envoyait dans des camps où la mort était attendue. Alors, quel mode de preuve? Les très très rares aveux qui ont été passés par Barbie sont des aveux qui se rapportent tous à une exception près à ce que je disais hier. Aveux disant que il était le véritable chef du SD, qu'il avait torturé des hommes mais pas des femmes, et enfin que c'était lui qui était chargé de procurer les dossiers qui étaient utilisés par d'autres pour prendre une décision de déportation. Vous voyez que ces trois aveux partiels sont des aveux qui se rapportent aux deux premières questions. Mais il a aussi passé un aveu partiel aussi, mais très important dans l'affaire Dizieux, et nous en parlerons lorsque nous étudierons le dossier Dizieux. Pour tout le reste, et pour tous les cas individuels, sa position, vous la connaissez. Moi, 40 ans après, je ne peux reconnaître personne. On me reconnaît sur photographie, alors que la légende de la photographie, voici Klaus Barbie, le bourreau, etc., incite ceux qui reconnaissent sur photographie à reconnaître. Tout ce qui a été commis est peut-être vrai, mais c'est imputable à d'autres, imputable à des Français, imputable à la section 2, imputable à la Wehrmacht pour les transports, pour l'enlèvement d'Izieux, imputable à la fac bataillon. Nous n'avons pratiquement qu'un seul aveu partiel dans l'affaire d'Izieux. Alors, sur quoi allons-nous nous baser? Deux choses, les témoignages et les écrits. Les témoignages, vous les avez vus. Nous sommes 40 ans après. Les dépositions sont diverses. Certaines viennent dire « moi je ne peux pas reconnaître 40 ans après ». D'autres disent « j'ai reconnu sur des photos de 45 parues dans un journal de déportés lorsque je suis rentré de Caen ». D'autres disent « j'ai reconnu en 72 lorsque on l'a découvert en Bolivie ». D'autres disent « ce n'est qu'en 83-84 quand on m'a présenté des photographies ». Et enfin, d'autres disent « c'est lorsque le juge d'instruction ou à cette audience, on m'a mis en présence que je peux dire c'est bien lui ». Vous voyez donc que les positions sont diverses et qu'il y a même eu, dans certaines dépositions, des variations avec le temps. Alors que le problème qui est ici à prendre en considération, c'est, d'une part, et pour tous, à l'exception de M. Thomas, mais n'en parlons plus, je vous en ai déjà parlé, tous sont des témoins de bonne foi. Tous sont venus dire, ou ont dit au juge d'instruction, sont venus dire ce qu'ils ressentaient profondément. Et tous ces témoignages méritent le respect. Mais
en face de ces témoignages, vous devez aussi avoir une attitude de prudence. Il ne faut pas que 40 ans après, on puisse dire ce n'est que là-dessus, sur ce seul témoignage que j'ai condamné, que je me suis forgé une conviction. Rappelez-vous ce que vous disait M. Tony Lenné, et qui me paraît résumer vraiment le problème. C'est que lorsqu'on a dans sa vie affaire à un événement très heureux ou très dramatique, il ne nous quitte jamais dans le souvenir. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je fais le choix suivant. Je vous propose le choix suivant, et c'est là-dessus que je m'appuierai. Lorsque des personnes qui ont été interrogées par Barbie, torturées par Barbie, envoyées en déportation par Barbie, vous n'avez aucune raison de mettre en doute leur témoignage. Ce n'est pas possible. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres personnes, même de très bonne foi, comme M. Favet, qui n'a pas souffert en face de Barbie et qui l'a vu très peu de temps, vous devez penser que Monsieur Favet, un homme très estimable, très honorable, a peut-être raison, mais que ce n'est peut-être pas suffisant au moment où il faut décider, parce que lorsqu'il faut décider, c'est quelque chose de très important. Voilà donc le choix que je voudrais vous proposer, et puis, quand même, ajouter une petite réflexion. Vous avez vu à cette audience Madame Ambre, et vous avez entendu qu'à un moment donné, il a dit oh, il s'est produit un déclic à cette audience. C'était en dehors d'une reconnaissance de Barbie. Quand M. Abramovici est venu nous parler que sur le quai de la gare à Vittel, dans le convoi du 11 août, il avait distribué des vivres donnés par la Croix-Rouge, tout d'un coup je l'ai revu. C'est ce genre de détail qui ne concernait pas directement la reconnaissance de Barbie, mais qui montre la sincérité des témoignages des gens qui ont été placés dans des conditions de vie épouvantables, et ce sur quoi il faut s'appuyer. Il y a ensuite les écrits. Les écrits, vous les avez déjà vus, nous allons en reparler longuement. Ces écrits sont peu nombreux. Vous connaissez l'ordre qui a été donné par le service central de Paris à tous les KDS de province de détruire les archives. Il ne fallait laisser aucune preuve des crimes commis, ce qui indique déjà combien eux-mêmes avaient la conscience que ce qu'ils avaient fait était hautement répréhensible. Cependant, des documents très rares ont été retrouvés et conservés par le Centre de documentation juive contemporaine, documents qui ont été produits déjà dans de nombreux procès, notamment à Nuremberg, et dont l'authenticité n'a jamais été contestée. Mais ce qui est important pour ces écrits, c'est qu'il faut les examiner dans le cadre du système nazi, savoir quelle était l'importance de l'écrit, quelle foi on devait y attacher et quelles étaient les conséquences pour celui qui rédigeait un écrit. Pour cela, nous avons heureusement des circulaires qui s'insèrent très exactement dans la théorie du Führerprinzip. On est soumis à son supérieur et on a autorité incontestable sur ses subordonnés qui doivent obéir. Et cela se traduit dans des circulaires qui uniformisent les règles qui doivent être suivies lorsque l'on rédige des comptes rendus. Première observation, c'est que dans ce système, tout événement important donnait lieu à un compte rendu. Il faut savoir que c'était un système fortement hiérarchisé. Et les règles qui étaient imposées aux rédacteurs d'écrits étaient des règles très strictes, à peine de sanctions. Et c'est cela qu'il faut maintenant examiner. Voilà donc les faits qui sont reprochés à Barbie, que vous retiendrez tous. Quel est ce bilan? Ce bilan est effrayant. Si l'on arrive à compter au plus juste, on arrive à 842 déportations. Si on prend pour les morts, mais vraiment le minimum, mais par exemple pour le convoi du 11 août, dont les chiffres officiels du ministère des Anciens Combattants sont incontestablement inférieurs à la vérité, mais si on prend que les morts sûrs, connus, en oubliant ceux qui sont morts dans le train, on arrive à 373 morts, dont 52 mineurs, 52 enfants. Quelle cour d'assises a déjà eu
à connaître d'un tel bilan. Vous aurez donc à prononcer contre Barbie une sanction. Mais une sanction qui sera exécutée, qui sera subie, qui ne sera en aucun cas confondue avec les peines de mort qui ont été prononcées contre lui. Je vous rappelle le problème. Il est très simple. Je vous avais fait une comparaison. Ce voleur condamné à 10 ans de réclusion criminelle qui après est condamné pour un vol simple à 3 années. La loi française dit il ne fera pas 10 ans plus 3 ans, mais il ne fera que 10 ans. Et la défense en tirait argument pour dire Barbie ayant été condamné à mort, c'est la peine la plus forte, on ne subit que la peine la plus forte. Oui, mais c'est pour ça que dit la Cour de cassation. La Cour de cassation dit qu'en cas de pluralité de peine, la plus forte sera seule subie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on ne peut confondre que des peines qui peuvent être subies. Or, en droit français, la caractéristique d'une peine prononcée par contumace, c'est que c'est une peine qui ne peut jamais, jamais, jamais être subie. Si on condamne Barbie à mort par contumace le jour où on l'arrête, la peine est, dit le Code, anéantie. Il ne peut pas acquiescer. C'est une peine par contumace qui est une survivance de l'ancien droit à une époque où on l'exécutait par effigie. C'est une peine toute symbolique. Quand une cour d'assises prononce par contumace, il n'y a pas de juré, et il est interdit d'accorder les circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on prononce toujours le maximum. Et c'est pour ça que quand on arrête quelqu'un sur contumace, cette peine est anéantie. Ce qui signifie que la peine de mort prononcée contre Barbie est une peine qui n'a jamais pu être subie. Et c'est une situation différente de ce qu'on trouve pour un délit, pour mieux vous faire comprendre. Quand quelqu'un est condamné pour un délit, on n'appelle pas ça contumace, on appelle ça par défaut. Quelqu'un qui est condamné par défaut à 2 ans d'emprisonnement, quand il revient devant le tribunal, il peut dire j'acquiesce, j'accepte et je vais subir. Comprenez que la solution est différente et qu'à ce moment-là, on peut parler de confusion de droit. Parce que c'est des peines qui peuvent être subies. Mais comment pouvez-vous dire, au vu de ce qu'affirme toujours la Cour de cassation, qu'on va confondre une peine à subir parce que Barbie est là, à une peine qui n'avait jamais pu être subie, parce qu'au bout de 20 ans, elle a disparu? C'est pas possible en droit, et dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, vous pouvez être sûr que cette peine sera subie. Il n'y a qu'un cas où le raisonnement de Vergès aurait été bon, et je vais vous montrer tout de suite la différence. Si Barbie avait été présent en 54, s'il avait été condamné à mort, contradictoirement, et qu'il se soit évadé dans les 3 jours suivants, là c'était une peine qui pouvait être subie, vous voyez bien la différence, parce que c'était contradictoire et définitif. Et à ce moment-là, s'étant évadé et ayant prescrit la peine, Maître Vergès aurait eu raison de demander la confusion, mais pas dans le cas qui nous occupe. Pas dans le cas qui nous occupe, c'est contraire à toute la jurisprudence de la Cour de cassation. Puis enfin, c'est contraire au bon sens. Alors on ne va pas vous demander à vous de rendre une décision aussi absurde, qui en plus est contraire au droit applicable en France. Une peine à prononcer. Je voudrais maintenant, pour vous aider pour vous expliquer mes réquisitions, aller dans 3 directions. Quels sont les motifs qui peuvent intervenir pour moduler cette peine? Dans 3 directions, la place de Barbie dans la hiérarchie. Ensuite, ce qui s'est passé après la libération pour les membres du CIPO-SD. Et enfin, l'ancienneté des faits. La place de Barbie dans la hiérarchie, et là je reviendrai à ce que je disais hier, à cette notion de groupe qui est très importante en droit, mais en fait, pour expliquer les exactions qui ont été commises. Cette notion de groupe a fait que dans ce huis clos de l'horreur, chacun se surveillant, se contrôlant, les faits étaient plus graves parce qu'il n'était pas possible qu'à un moment donné, on accomplisse un geste d'humanité. Mais est-ce que, à l'inverse, être fondu dans le groupe ne doit pas aboutir à une atténuation de la responsabilité? Et cette question, vous devez vous la poser, parce que le statut du tribunal militaire international qui a créé le crime contre l'humanité dit très expressément dans son article 8, le fait que l'accusé a agi conformément aux ordres de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité. Mais le fait qu'il a obéi aux ordres
du gouvernement ou d'un supérieur, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal décide que la justice l'exige. Vous avez donc à vous poser cette question. Il est bien certain que ces ordres étaient des ordres illégaux, que Barbie les a accomplis en toute conscience, mais le fait qu'il était pris dans ce système idéologique doit-il être considéré comme une atténuation de la peine? C'est la question que vous allez vous poser. Le critère pour en décider, à mon avis, il est très simple. Barbie, évidemment, n'est pas Eichmann, mais Barbie n'avait pas les pouvoirs d'Eichmann. Et la question que vous devez vous poser, dans le cadre des pouvoirs qu'avait Barbie, c'est-à-dire comme chef de la Gestapo à Lyon, est-ce qu'il pouvait faire pire? Est-ce qu'il pouvait faire moins? Oh, pire toujours, bien sûr, il aurait pu prendre encore quelques victimes. Il aurait pu prendre M. Kriegel-Valrimont, M. Aubrac un jour, il y aurait eu quelques victimes de plus. Mais je crois qu'il ne pouvait pas tellement faire pire. Et en tout cas, j'ai moi une certitude, c'est que sans trahir la confiance que ses chefs avaient en lui, il pouvait faire beaucoup moins. Je vais vous donner 2 exemples. Madame Le Sèvre, il a la preuve qu'elle est résistante. Il a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit condamnée, pour la faire déporter. Croyez-vous qu'il était obligé d'aller chercher son mari qui n'était pas résistant et son fils qui avait 16 ans? Croyez-vous qu'il ne pouvait pas en faire beaucoup moins? L'autre exemple. Est-ce que vous croyez, alors que tous étaient engagés dans les opérations ils avaient 6 jours entre la fin des Glières et le début du Jura, est-ce que vous croyez qu'il n'aurait pas conservé la confiance de ses chefs s'il n'avait pas été prendre les enfants d'Isieux? Cette initiative qu'il a prise, pourquoi l'a-t-il prise alors qu'ils étaient engagés dans des opérations militaires? Et puis il y a beaucoup d'autres exemples, mais vous les avez en mémoire. Madame Kadosh, il a toute la famille, pourquoi l'a giflé? Pour avoir l'adresse de 2 autres enfants. Vous ne considérerez pas qu'il faut qu'il y ait atténuation de peine parce que Barbie, dans le cadre des pouvoirs qui étaient les siens, pouvait en faire beaucoup moins tout en restant un SS bien noté de ses chefs. Et rappelez-vous ce que vous a dit le bâtonnier Souchal, qui avait le droit de comparer ce que j'ai connu, disait-il, de la Gestapo dans les Vosges. Ce n'était pas comparable à ce que j'ai entendu dire ici. Barbie pouvait faire beaucoup moins. Vous ne pouvez pas atténuer sa responsabilité en disant qu'il agissait dans un cadre. Dans ce cadre, il a pris des initiatives qui l'ont conduit à commettre les faits odieux que vous connaissez. Comment ont été jugés les membres du CIPO-SD en 1954 et comment ont été jugés les collaborateurs de Barbie? Je vous rappelle les chiffres. Tous ces 10 départements ont été tenus en tout par 641 SS et Français, 641 SS et Français, et la Gestapo par 240, dont 29 Allemands et 179 Français. Tout ça dans ces 10 départements. Toutes les exactions, vous vous rendez compte de ce que un nombre finalement limité, sur Lyon, 29 pour la Gestapo et 39 pour la Gestapo en dehors de Lyon dans le reste des départements. Et on ne comprend leur action que si on se rappelle l'ordre de Keitel du 23 juillet 41. Vu l'étendue des territoires occupés de l'Est, les forces disponibles pour assurer la sécurité dans ces territoires ne suffisent que si toute résistance est punie, non par des poursuites judiciaires légales du coupable, mais par des mesures de terreur suffisantes pour enlever à la population toute envie de résister. Alors bien sûr, il y a eu des Français. Il y a eu des Français qui ont été condamnés à la libération. Il y a eu des collaborateurs. Il y a même eu, puisque nous sommes à Lyon et que nous parlons de crimes contre l'humanité, il y a même eu un écrivain lyonnais qui s'appelle Henri Béraud, qui pose la question, en se parlant à lui-même, humain, sans doute, mais il faudrait s'entendre. Est-ce être humain que de tout supporter, trahison et menaces? Est-ce être humain ou être imbécile que d'admettre à son foyer celui qui ne rêve qu'incendie et fusillade? Il n'est peut-être pas en France à l'heure présente un juif qui ne souhaite la victoire bolchevique avec tout ce qui s'ensuit de vengeance et d'horreur. Humain, oui, que les juifs commencent, écrivait Henri Béraud. Et il est bien certain, et c'était un des vœux que le général de Gaulle donnait à Londres dès le 13 juillet 1940 à la radio en disant « La France libérée punira les responsables de ces désastres et les artisans de sa servitude ». Et les Français qui ont été
poursuivis, punis à la libération, l'ont été, plusieurs ont payé de leur vie. Le bilan, je n'ai pas pu le faire sur la région lyonnaise, mais vous savez qu'il y a eu, et que la plupart sont des Français, qu'il y a eu, avant 1952, des condamnations à mort dont 767 ont été exécutées. Il y a eu 2248 condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Il y a eu d'autres peines temporaires. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées contre les Français. Quant à ce qui a été prononcé contre les Allemands du SD à Lyon dans le jugement de 52, il y a eu contradictoirement, je ne parle pas des condamnations par défaut, dont celle de Barbie, il y avait 16 condamnations à mort, mais contradictoirement, il y a eu 3 condamnations à mort, celle de Florek, de Stangrit, de Iman. Toutes les 3 ont été commuées, aucune n'a été exécutée. Et il y a eu 2 peines de travaux forcés à temps. Lutjens a eu 9 ans et Barthelmous 8 ans. Que l'on ne dise donc pas que dans cette affaire, on a pris un Allemand pour donner bonne conscience au peuple français. Oui, des Français ont trahi. Oui, des Français ont été condamnés. Ils ont été condamnés plus sévèrement que les Allemands qui l'ont été, et je trouve que c'est bonne justice. Mais Barbie n'est pas un Allemand qu'on prendrait en otage pour se laver des accusations contre les Français. Ce que je veux dire, il faut enfin, pour moi, j'ai beaucoup apprécié qu'un avocat allemand soit venu plaider. J'ai fait venir comme témoin des procureurs allemands. Il faut avoir sur notre histoire un œil lucide. L'Allemagne a été atteinte pendant une douzaine d'années d'un cancer. Elle l'a éradiqué. Notre pays a été atteint par ce cancer. Au début, à l'intérieur de l'Hexagone, nous avons choisi comme médecins des tranquillisants, comme médecine, des tranquillisants et même des euphorisants, et nous nous en sommes sortis que lorsque la médecine interne est devenue plus forte et à l'aide d'une opération chirurgicale externe. Ce n'est pas ici le procès d'un Allemand qu'on fait, c'est le procès d'un tortionnaire qui a commis les crimes que je vous ai énoncés. Et pourquoi, 40 ans après les faits, revenir là-dessus ? C'est André Frossard que vous avez entendu, qui raconte ses souvenirs de la maison des otages et qui dit « Que restera-t-il du nazisme ? Il restera des fosses et les ossements de leurs victimes. » Eh bien, malheureusement, on constate actuellement qu'il faut encore que ce procès ait lieu, qu'il faut encore qu'on n'essaye pas de falsifier l'histoire, qu'il ne faut pas... La démarche, elle est facile à comprendre. On ne nie les chambres à gaz, l'existence des chambres à gaz, parce qu'on ne veut pas admettre les fruits du nazisme. Mais on ne veut pas admettre les fruits du nazisme, et on les nie pour faire croire que le nazisme est un arbre estimable, pour faire croire que la doctrine philosophique qui est à la base de tout ça est une doctrine qui est encore d'actualité. C'est pourquoi, 40 ans après, ce procès est encore nécessaire. Il est encore nécessaire si on considère le cas de Barbie, parce que vous l'avez vu, Barbie n'a rien changé. Cet homme qui est resté un homme de renseignement, qui a dit au juge d'instruction « Je ne me suis pas sali les mains à frapper des juifs ». Cet homme qui a dit aux experts « La France est décadente parce qu'elle a refusé l'idéologie nazie ». Cet homme qui a dit aux Américains en 1947, comme il a dit au juge d'instruction ce sont nos chefs qui ont trahi l'idéal nazi. Et quand vous lui avez fait préciser quels étaient les chefs qui avaient trahi l'idéal nazi, il ne donnera que des noms subalternes, des Gauleiter ou Martin Bormann. Jamais il n'a dit que l'idéal nazi avait été trahi par Hitler, par Himmler, par Kaltenbrunner, par Oberg, par Knoren ou par lui. Ce sont des gens. C'est un homme qui est toujours fidèle à son idéal nazi, et il n'y a pas de. Et c'est cet idéal dont il a fait des preuves encore en Bolivie, dans l'ambassade d'Allemagne. C'est un homme imprégné du nazisme. Et bien sûr, 40 ans après, Knoren, son chef, est libre en Allemagne, bien sûr. Mais Knoren a passé des années en prison en France. Son jugement n'est intervenu qu'au bout de 10 années. Ensuite, il a subi encore une partie de la peine prononcée. Et qu'est-ce qu'il faisait, Barbie, pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un enfant? Il vivait, il continuait dans les services de renseignement. Comment peut-on dire, si longtemps après, qu'il a reçu la punition que ses agissements appellent? Cette punition, vous l'allez la prononcer. Barbie n'a pas changé. Les victimes sont à jamais marquées. Les victimes, très nombreuses. Les enfants ne sont même plus là pour parler. Et dans cette affaire, il n'y avait que les victimes qui pouvaient vous dire: nous sommes d'accord pour des circonstances atténuantes. Moi pas. Il n'y a que les victimes qui ont droit à la parole. Toutes ces victimes que vous avez vues, tous ces enfants que vous ne reverrez jamais. En 44, Barbie avait une fille qui était née en 41.
Ça ne l'a pas empêché de déporter le 11 août un enfant qui était un tout petit peu plus jeune que sa fille, d'enlever le 6 avril 1944 à Aisieux un garçon qui était un peu plus âgé que sa fille, qui était née en 1939 en Belgique. De tout cela, il n'a jamais tenu compte. Il a mené à Lyon une action particulièrement inhumaine, qui aujourd'hui encore appelle une sanction. Je vous demande de dire qu'à vie, Barbie sera reclus. Monsieur le procureur général, la Cour vous remercie. Bertrand Poirot-Delpech. Le réquisitoire a été un des points culminants de ce procès parce que Pierre Truche est un immense magistrat et il avait préparé son dossier avec des visées pédagogiques comme peu d'avocats généraux les ont, parce que ils n'ont qu'à instruire une poignée de représentants de la société de leur vision des choses. Là, il était conscient de parler devant un parterre d'enfants qui se projetait d'ailleurs dans cette histoire avec beaucoup de... C'était très impressionnant. Les réactions aux suspensions d'audience posaient des questions même, parce qu'ils découvraient presque l'événement. Donc Pierre Truche a été à la fois un très grand magistrat qui a répondu parfaitement aux arguties des uns et des autres pour demander des suspensions, de demander à la Cour de se prononcer sur des points de droit. Et il a eu réponse à tout sur ce plan. Et puis il avait cette obsession de faire passer, de rendre rationnel ce qui n'était pas, pour les présents et pour tous les auditoires possibles autour, et surtout les auditoires futurs. Car cette parole-là, elle reste gravée, et si aujourd'hui on peut l'entendre, j'espère dans presque sa totalité, c'était remarquable. C'était pas écrit comme un réquisitoire, comme un acte d'accusation. C'était vraiment, ça partait de l'improvisation et du cœur parfois. Et ça s'adressait aux générations futures, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé. Et c'est ça la vérité. Et l'arrêt le prouvera, parce qu'il y avait aussi un besoin de convaincre. Ça a été admirable et je me souviens de cette silhouette de Pierre Truche, comme ça, à sa place d'accusateur. Et l'humanité parlait par sa voix. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a là une conscience de son rôle qui était exemplaire. Et après, dans les suspensions, on le retrouvait, parce que les suspensions, vous savez, les parties à un procès s'égayent dans les galeries, et bon, alors qu'il faut, on allait échanger 3 mots avec lui, fumer une cigarette, et alors, il faisait très chaud. Et il ouvrait sa toge rouge, cet immense col d'hermine, avec des taches beiges. Il n'y a pas seulement les queues noires, c'est impressionnant. Mais c'était bien peu de choses, parce qu'on voyait l'homme qui avait sué sous sa robe, sous sa fonction. Et humainement, c'est quelqu'un d'admirable. Et je regrette qu'il soit à la retraite, parce que il était à la Cour de cassation, il ne pouvait pas aller plus haut, le cher homme. Et il fait d'ailleurs beaucoup de choses pour le rayonnement et l'équilibre de la justice. C'était une présence totalement exemplaire. Et je pense qu'il faut l'écouter, je ne dirais pas religieusement, parce que ça enlèverait du prix à ce qu'elle a été, mais sa plaidoirie, si je puis dire, pour l'humanité future est un morceau qu'on devrait apprendre par cœur dans les écoles. Denis Salas. Pierre Truche a toujours dit qu'il fallait juger
ce type de procès à l'ordinaire, comme un procès ordinaire. Ce qui ne veut pas dire que c'est un procès banal. Ce qui veut dire précisément que ce type de procès devait être conçu et tenu par les magistrats et avec tous les autres collaborateurs de la justice, en fonction des règles de droit qui existent, qui sont en vigueur, et non pas de considérations qui seraient extérieures, portées par tel ou tel groupe, ou telle prise de position politique, ou tel environnement médiatique, etc. Donc, fonder l'action de la justice sur la procédure, sur la démonstration de la preuve, sur le débat contradictoire et sur la démonstration qui doit conduire à juger un homme et à faire prononcer par le tribunal, à demander au tribunal, pour le procureur, la peine la plus juste possible. Alors c'est très important parce que ça donne aux acteurs du procès une sorte de colonne vertébrale morale qui leur permet de résister à la tempête médiatique ou aux indignations morales dont ils sont saturés en permanence, et qui leur permet aussi de résister au débordement du devoir de mémoire qui peut effectivement les troubler profondément, parce qu'il est parfaitement légitime et qu'il est reconnu à l'intérieur du procès. Alors voilà pourquoi le procès Barbie, l'œuvre de Pierre Truche, comme vous le disiez, c'est avant tout un souci de contenir le procès dans les limites de la procédure et du raisonnable, afin d'aboutir à la peine la plus juste possible. Et puis il y a une deuxième chose qui me semble importante dans le raisonnement de Pierre Truche et de ceux qui ont contribué aussi à mener à bien ce procès, c'est ce pari très difficile qui consiste à distinguer l'appareil nazi, le crime collectif, qui est le crime contre l'humanité, et la responsabilité individuelle d'un homme. C'est probablement le point, à mon sens, le plus difficile. Comment isoler la responsabilité d'un homme dans un crime qui a une nature collective, bureaucratique, idéologique, etc. Et je pense que le procès pénal est polarisé par la responsabilité individuelle, le cas de Barbie, en l'occurrence, chef de la Gestapo, etc. Mais en même temps, il ne doit pas manquer le fait que ces hommes ont commis ces crimes parce qu'ils étaient disculpés dans un climat de l'époque, dans une idéologie nazie, antisémite, etc., qui, d'une certaine manière, les ont enchaînés à commettre ce type de crime dans un appareil bureaucratique qui, finalement, comme l'avait dit Hannah Arendt à l'époque, leur interdit toute identification à leurs semblables. Donc si l'autre est quelqu'un avec lequel je n'ai pas un seul point d'identification, si l'autre est le tout autre, celui qui est un animal, eh bien effectivement je peux le tuer impunément. Et c'est cette construction de l'impunité dans le crime collectif, dans le crime contre l'humanité, qui permet aux criminels nazis, en l'occurrence, de vivre dans le mensonge généralisé que son organisation lui offre pour prix de ses services. Et le rôle de la justice, de la vérité judiciaire, du procureur, du président, des avocats, c'est de rétablir la victime à sa place de victime et le criminel à sa place de criminel. Et c'est là le rôle profond de l'audience, c'est-à-dire de briser l'enchaînement bureaucratique du crime de masse et de rendre lisibles les responsabilités de chacun à la place où il les a exercées. Alors c'est probablement là où la difficulté est la plus grande, parce que il y a le négationnisme, il y a le révisionnisme, il y a toujours l'argument du tout coco et l'argument contraire, etc., qui peut intervenir, qui peut renverser les places. Donc juger un procès à l'ordinaire, c'est aussi garantir les places de chacun. C'est aussi situer la place de la victime, assigner l'auteur, le criminel, à sa place dans le box des accusés, et résister au jeu, au tangage rhétorique qui consiste à brouiller les places.
Et à l'accusé de dire, oui, mais il y a aussi la faute d'un tel, les ordres que j'ai reçus d'un tel, etc. Non, vous êtes à votre place d'accusé, la victime est à sa place de victime, et c'est ces places-là dont moi je suis garant. Voilà le rôle de la justice.